très bien dans les commentaires. En fait, comme directeur de l'école, je voulais donner la bienvenue à ce cycle de conférences à Francine, qui a été un peu la personne qui nous a fait possible que cet événement se développe ici. On va avoir deux conférences, je ne me trompe pas, dans chaque session. Donc voilà, merci surtout pour venir à l'école, bienvenue. Je vais laisser la parole à Fabio. En fait, Fabio, c'est un nouveau professeur chez nous, qui est venu de l'Italie, il est un spécialiste en patrimoine. Et quand on s'est connus, il y a à peu près 2 ans et quelques, je lui ai proposé de travailler sur le patrimoine moderne. Un patrimoine qui est un peu oublié et qui est présent, est très présent, je dirais, ici à Québec. Donc, on a discuté et finalement, il a pris ce bâton et il est en train de travailler très fort sur ce patrimoine moderne et de le mettre en valeur. Bon, enfin, je te laisse. Merci. Merci. Bon, merci, c'est pareil, il y a déjà 12 ans, presque 3 sessions que nous travaillons sur ce thème. Quand je suis arrivé à Québec, vraiment il y a 2 ans, j'ai demandé de faire des ateliers de conservation et restauration. Et réellement, quand j'ai demandé, je parlais avec Louise, j'ai demandé est-ce qu'il y a de l'architecture moderne à Québec. J'ai demandé à la personne, je cherchais, il y a beaucoup de choses, mais sont très cachées, ne sont pas connues. Et aussi l'intervention sur le patrimoine moderne, c'est aussi une stratégie qui n'est pas encore développée comme patrimoine. Donc, pour ces raisons, nous avons déjà il y a 3 sessions en développement. Des recherches sur l'architecture moderne du Québec. L'année passée, nous avons travaillé avec le thème de l'école aussi. C'est la même école du projet que nous avons expliqué aujourd'hui, Daniel. Mais cette année, nous sommes en train d'étudier un parc très intéressant de Trois-Rivières en fonction de recherches qu'il y a sur l'expo à Québec, au Québec, au Canada. Donc, c'est un thème qui est très agréable dans le monde de l'architecture et qu'ils sont en train de développer en fonction de comprendre quelles sont les stratégies et les différences, c'est s'il y a des différences avec les projets contemporains sur la restauration de l'architecture antique. Donc, je ne veux pas dire d'autre chose, je laisse la présenter en France. Merci. Merci Fabio. Bonjour à tous et à toutes. Pour Documomont, vraiment, c'est exceptionnel, c'est une première. C'est la première fois qu'on organise un événement en dehors de Montréal. Il y a 1 an, on a organisé une journée d'études à Sainte-Marguerite-des-Lacs-Masson. À la suite, en fait, de la démolition illégale du centre commercial du domaine de l'Estérel. Pour nous qui sommes une petite organisation, c'est toute une aventure parce qu'on porte Documomont à bout de bras quelques bénévoles. C'est sûr qu'on peut compter notamment pour l'organisation de cette conférence du soutien financier de plusieurs agences que je remercierai plus tard. Alors donc une première, Documomont peut-être que vous connaissez, c'est pas un organisme très jeune, même s'il s'intéresse à un patrimoine qui n'est lui plus non plus très jeune, étant donné que en fait Documomont Québec a été créé il y a une 30aine d'années, à la suite en fait d'un premier combat qu'on a mené pour la sauvegarde du patrimoine moderne au Québec, qui était en fait, une action en vue de la préservation du Westminster de Louise Van-Déro. Dans un premier temps, en fait, on était un petit organisme qui s'était appelé Montréal Moderne, mais cette action pour le patrimoine moderne, ça se situe en 1988. C'est l'année même où, ailleurs, aux Pays-Bas, Hubert Jan Hemkes, un architecte, fonde Documomont International. Et dans le fond, à la suite, nous avons rejoint en fait le réseau de Documomont International dès 1992, dès la 2e conférence internationale de l'organisation. Et dès lors, en fait, on est devenu Documomont Québec.
Alors, au départ, Docomomo International, donc, est une organisation, une ONG vouée à la documentation et conservation de l'architecture du mouvement moderne. Bon, c'était une organisation qui était peut-être représentée dans une vingtaine de pays, avant tout européens. Et aujourd'hui, en fait, Docomomo International est représenté dans plus de 80 pays et régions du monde, dont le Québec. Alors, bon, voilà. Alors, Docomomo International organise tous les 2 ans. Docomomo International organise tous les 2 ans une conférence internationale et la prochaine aura lieu à la fin de 2024 à Santiago du Chili. Docomomo International publie aussi un journal semestriel, donc 2 numéros par an, c'est un journal très intéressant et qui contient en fait à la fois beaucoup d'informations sur l'histoire de l'architecture moderne à l'échelle du monde et aussi sur les projets de conservation. Alors, en 2 mots, la mission de Docomomo Québec. Donc, section québécoise de Docomomo International, c'est de veiller à la sauvegarde du patrimoine architectural moderne du Québec, de faire reconnaître la valeur patrimoniale de l'architecture novatrice du XXe siècle en organisant des événements et en préparant des publications. Donc ici, à l'écran, vous avez quelques affiches des événements que nous avons organisés, de même que 2 publications, une très ancienne. En fait, le numéro d'Architecture Québec, le numéro 71, ARC vient de publier son dernier numéro il y a quelques mois, et je pense qu'ils étaient rendus au numéro 200 passé. Donc, le numéro 71 a été consacré à Mies van der Rohe à Montréal, parce que ce que nous avons découvert quand on a en fait réalisé l'étude patrimoniale du Westmount Square à la demande en fait de la direction de Montréal du ministère de la Culture, on a découvert qu'en fait à Montréal, Mies avait pas mal construit, Westmount Square, mais aussi à l'île des Sœurs, mais aussi qu'il y avait 2 grands projets qui étaient, qui n'avaient pas été réalisés. En fait, vous trouvez les résultats de cette étude patrimoniale synthétisés dans ce numéro de ARC que vous pouvez toujours trouver en ligne sur le site de la BANQ. Alors, autre étude importante que nous avons faite avec un maître d'ouvrage exceptionnel qui est le Parc olympique de Montréal. On a aussi fait l'étude patrimoniale du campus initial de l'UQAM et d'autres études moins importantes. Alors, je vais aussi vous mentionner qu'en fait, une entente de partenariat lie Docomomo Québec à l'Université du Québec et que l'école de design nous accueille dans son pavillon. Je dois vous dire que le réseau de Docomomo International, c'est vraiment un réseau qui est implanté à l'échelle du monde, principalement dans les universités. Par exemple, aujourd'hui, Docomomo International a été créé au sein de l'école de l'Université de technologie de Delft, et aujourd'hui, à Eindhoven, et aujourd'hui, ils sont à Delft. Et le secrétariat antérieurement était accueilli par l'école de technologie de l'Université de Lisbonne. Donc, c'est vraiment un réseau qui est implanté dans le milieu universitaire, principalement. Alors, cette année, je dois vous dire que je vais essayer le comité de diffusion de Docomomo Québec, qui est dirigé en fait par Soraya Basile et elle est secondée par l'architecte Manuela Senez. On a été très ambitieuses, et je mets au féminin parce que nous sommes toutes des femmes qui organisons les événements, étant donné qu'on a décidé d'organiser une série de 6 conférences, dont 2 seront présentées à Québec,
3 à Montréal et une en différé à Montréal à partir de Toronto. Et à la fin, au mois de mai, nous organisons en fait un vendredi après-midi une table ronde où on voudrait échanger sur la situation, la conservation du moderne au Québec avec tous les participants de la série. Alors, donc, vous avez ici le programme général. Voilà, il y a un mois, Eric Sten, un architecte de la firme Evoque à Montréal, spécialisé en conservation, est venu nous présenter la réfection de la toiture de la cathédrale de Nicolet. Donc, comment dire, un projet à orientation très technique, parce qu'il y avait vraiment, bon, d'une part, c'est une toiture en voile de béton, et bon, qui a vécu quand même presque un demi-siècle, qui au niveau technique, lors de la réalisation, était quand même assez artisanale, et qui présentait en fait pas mal de problèmes, notamment au niveau, comment dire, des dépôts de neige. Donc, ils ont essayé de résoudre tous ces problèmes et de donner un avenir à cette toiture pour un autre demi-siècle. Alors, aujourd'hui, donc, l'architecte Danny Blackbird a venu nous présenter un projet. D'ailleurs, Bessam Fella vous le présentera. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais en fait remercier nos commanditaires, Provenchérois, qui est en fait, comment dire, une agence qui nous supporte beaucoup, ABPC Architecture, ERA Architecture, l'école de design, et nos partenaires, l'école d'architecture Université Laval, l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval et l'Institut du patrimoine pas culturel de l'UQAM. Je dois remercier Dani, bien sûr, et comment dire, notre étudiante technicienne, comment dire, sans elle, on n'aurait pas pu organiser cette séance. C'est ça? Oh oui, je vais le faire d'ici. Il semble qu'il n'y a pas grand-chose à présenter. Merci, Franck, pour cette présentation, de nous donner l'occasion de présenter Dani, que j'ai le plaisir de côtoyer tous les jours parce que je fais partie de l'équipe ABCP. Donc, je suis à la fois dans le Docomomo et engagé avec ABCP depuis quelques années. Donc, Dani, tu es un architecte associé à ABCP Architecture depuis 2010. Tu œuvres au sein de cette agence depuis 2003. Et pour les gens qui ne connaissent pas, ABCP, pour rappeler un peu, est une firme en architecture dont la pratique est très reliée à l'architecture moderne à Québec, notamment parce que ses premiers locaux, son premier bureau se trouvait au 400 boulevard Langelier. C'était une ancienne succursale de la Banque de Montréal, qui a été construite en 1960. Les locaux actuels d'ABCP Architecture se trouvent au 300 rue Saint-Paul, qui est un centre de tri postal qui a été converti en bureau. Donc, c'est une opération très intéressante, notamment au niveau du mur pivot qui a été réinterprété en préservant la modénature d'origine du bâtiment. La réfection également de l'édifice 1141 rue d'Église en partenariat avec le MAI qui va nous présenter en mars prochain également. Nous sommes partenaires sur ce projet-là. L'agrandissement, pour des projets plus actuels, l'agrandissement de l'école secondaire Cardinal Roy également qui vient d'être achevé. Et le projet dont on va nous parler aujourd'hui, Dani, qui est un projet en cours qui est l'école primaire du Buisson, une œuvre de Jean-Marie Roy, construite dans les années 1960. Et voilà, donc pour revenir un peu à ton parcours, Dani, rapidement, qui est détenteur d'une maîtrise en sciences de l'architecture et d'une maîtrise professionnelle de l'Université Laval. Donc, également agréé en LEED depuis 2006, et tu es référent pour l'Alliance des professionnels pour un cadre de vie durable.
Tu as un grand intérêt pour le développement durable, bien évidemment, les lieux d'apprentissage et de la préservation du patrimoine. Tu es passionné par l'architecture scolaire du Québec, c'est sûr. Tu orientes principalement ta pratique vers la construction des écoles innovantes où l'architecture contribue à la réussite scolaire. Et tu avoues aussi apprécier les travaux, des projets d'agrandissement et de rénovation d'écoles anciennes parce que ça relève plus de défis techniques, il y a plus d'innovation, ce sont des projets. Et sur une note plus personnelle, tu me disais que Jean-Marc Roy et l'architecture moderne, c'était un élément qui était très présent dans ta vie. Ça a été peut-être un élément qui t'a amené vers l'architecture. Non, je ne sais pas, peut-être que j'ai... Oui, bien sûr. Dans le fond, je viens de Carrefour. Donc, Carrefour, à côté du Collège de Foix. Je crois que c'est ce projet-là. Je ne connaissais pas l'architecture encore, mais j'avais me promener dans ce secteur-là, à Saint-Augustin, similaire à Saint-François, où est-ce que mon frère allait à l'école. Je trouvais bon ça. J'allais à l'école, pas à l'école, mais j'allais nager. Je trouvais vraiment ça intéressant, cette espèce de. Donc, il y a des blocs Lego aussi, mais je pense que je suis architecte aujourd'hui. Merci. Plaisir. Ah oui? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci Décembre pour la présentation. Merci tout le monde de nous recevoir. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet qui me tient particulièrement à cœur. Le projet me tient à cœur, bien sûr. Mais celui-là est présentement en construction. On a passé plusieurs phases depuis la conception. Puis, dans le fond, avec les étudiants de l'année dernière, avec l'atelier de Fabio, on avait lancé l'idée comment on fait pour un peu le défi qui nous était proposé, nous, comme architectes de chez ABCP, lorsqu'on a eu le mandat, c'était de avoir le mandat d'agrandir, de réhabiliter, de faire évoluer l'école du Buisson. Okay? Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je vais faire la présentation. Donc, école primaire du Buisson, les premiers mots que j'ai entendus par rapport à cette école-là, c'était le directeur des ressources matérielles. Il m'appelle et dit bon, félicitations, vous avez eu le mandat d'agrandissement. On va travailler ça ensemble. C'est une école particulière sur nos 82 écoles, c'est le centre de service scolaire de la capitale. Plusieurs anciens centres de service scolaire. C'était très atypique comme école, donc il y a beaucoup de défis. J'aimerais ça que tu me caches ta façade, je la trouve pas belle, tout ça. Donc là, je pense qu'on va discuter ensemble de ce bâtiment-là. Je suis allé faire un tour avec lui. Il disait ouais, c'est un bunker. Mais bon, en discutant avec lui et les gens dont la directrice qui nous a fait visiter l'école, les gens adoraient cette école-là, plus de l'intérieur, il y avait quand même des qualités intéressantes, mais comme la plupart des écoles primaires au Québec, et là je ne parle pas juste de patrimoine moderne, elle a été souvent agrandie, transformée, on plus des sujets esthétiques, plus de façon fonctionnelle, de façon spontanée. Donc, dans le fond, chez nous, comment on apporte un projet d'intervention sur les bâtiments existants. Donc, je parle juste de patrimoine moderne, de patrimoine classique. On cherche à comprendre, bien évidemment, le patient, donc, le sujet. Heureusement, au centre de services scolaires, il y avait un fonds d'archives quand même assez intéressant. Donc, il y avait réussi à analyser les plans d'origine de l'école. Ça nous a permis de constater que ça a été réalisé par la firme Gauthier-Terroir, avec Navy, je crois, et que le concepteur était Jean-Marie. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, ok. Éric, parce que c'est le nom du directeur des ressources matérielles, on a entre les mains là, quelque chose qu'on doit s'approfondir, ça va être niveau de difficulté, sans dire niveau de difficulté, c'est
c'est quand même quelque chose d'unique que vous avez entre les mains. Je pense qu'on ne peut pas intervenir de n'importe quelle façon. Donc, c'est ça. L'école a été construite en 1967, possède plusieurs caractéristiques représentatives de l'époque moderne, en particulier du courant brutaliste. On a plus l'habitude de voir ces bâtiments-là de la famille de voix sur la colline parlementaire. Et cette école-là est comme atterrie, comme une soucoupe-volante dans le secteur des Saules, en banlieue. Donc, architecture audacieuse et unique qui s'inscrit dans la réflexion globale sur l'architecture scolaire par l'architecte alors de la Révolution tranquille de l'essor des banlieues du pays. Donc, il faut vraiment se remettre aussi dans le mouvement social de l'école. Le bâtiment à caractère unique se distingue par des toitures latérales en pente qui surplombent des prolongements de béton qui s'inscrivent dans des trames régulières. Donc, les classes sont organisées de chaque côté avec une vue sur les parcs qui sont au nord et au sud. Donc, comme il présente du béton, la fond de bois, etc. Quelques dessins qui sortaient des premières idéations du concepteur de l'époque. Donc, chez nous, c'est important aussi dans cette analyse-là, de se mettre à la place du concepteur de l'époque et d'essayer de comprendre les intentions afin de proposer des solutions qui soient en cohérence avec tout ça. Donc, c'est un peu se mettre dans l'esprit du concepteur de l'époque sans le substituer, bien évidemment. Donc, je tiens quand même une petite anecdote pour construire cette école-là dans les années 67. Ça a pris seulement 6 feuilles de blanc. Présentement, pour faire l'agrandissement, on a 66. C'était beaucoup plus simple à l'époque de construire ou du moins plus intéressant. Donc, des superbes dessins avec des détails intéressants qui nous ont inspirés dans le développement de nouveaux détails. Donc, donc, l'école, vu l'arrière de l'école, donc vraiment, quand je parlais de la soucoupe volante, par rapport à des gens qui n'ont pas qualifié ce bâtiment-là, au centre du terrain, avec au sud un parc et au nord, mais à côté, l'arrière, je dirais, d'un centre commercial sur le boulevard. L'école de quartier, indice de défavorisation quand même assez élevé. Une école très ouverte sur cette école. Donc, dans l'aspect documentation, compréhension, l'école fait l'objet de cette prise en répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec. Et dans le fond, dès le début, on a réussi à obtenir le financement pour faire réaliser une étude d'intérêt patrimonial qui a été allègrement menée par Martin qui est ici ce soir. Donc, le but, c'est d'avoir aussi quelqu'un dans notre démarche lorsqu'on va présenter le projet soit au ministère de la Culture, à la Ville ou au ministère de l'Éducation. Une étude indépendante qui explique un peu l'intérêt patrimonial du projet, mais aussi certains aspects qu'on doit conserver pour intégrer dans notre projet. Est-ce que ça va? Oui. Donc, petit retour en arrière, on a modélisé le bâtiment. Plan d'origine de 1967. On vient comprendre un peu la circulation, le fonctionnement de l'école. Donc, on est très bien, le gymnase est au centre, on circule un petit peu, on circulait par le gymnase, mais par l'arrière, ici, il y a des vestiaires et une circulation et des casiers. Voilà, salle d'enseignement, fonction administrative, ça c'est des plans d'origine. En 1997, changement maternel à temps plein. Le gouvernement instaure ça, popularité grandissante du service de garde. Donc, l'école n'est plus seulement pour l'éducation, mais aussi on doit intégrer un service de garde dans les écoles. Donc là, malheureusement, on densifie l'arrière, qui est l'unique lien de circulation à l'arrière. On va faire un service de garde, donc ça amène des circulations un petit peu plus difficiles, plus entre les deux ailes de l'école. Par la suite, vers 2008, agrandissement. Dans toutes les écoles, si vous faites une école, si vous avez déjà fait, il manque du rangement. Dans beaucoup de rangements, c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont agrandi en dessous des marquises latérales, des peu configurées, ils sont
besoin aussi, je parle d'arrangement, mais besoin pour les professionnels de l'enseignant, on les appelle les PNE. C'est je vous dirais, tout qui est en soutien aux professeurs, en tant que psychologues, psycho-éducateurs, orthophonistes, tout ça. L'école n'avait pas été conçue, évidemment, avec ces exigences programmatiques. Donc, les photos à droite, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Aussi, il y a eu certaines modifications techniques à la surtoiture, les infiltrations d'eau. La photo en bas, c'est la circulation qui est un petit peu réalisée pour passer d'une aile à l'autre de gymnase de l'édifice même. Et en 2017, juste avant l'augmentation, l'école était pleine à craquer. Donc, ajout de modulaire. Donc, c'est malheureusement ce à quoi le Québec a confronté présentement beaucoup d'ajouts de classes temporaires sur les écoles. Puis, donc, vous voyez qu'un agrandissement devant des fenêtres, ça peut être un petit peu l'enjeu. Donc, ici, la photo que vous avez vue au début de la présentation à gauche, 1967, photo droite du même point de vue en 2022. Oui, vraiment une photo, OK. Oui, donc, modification du côté de l'école, agrandissement de sous les marquises qu'on voit entrée arrière, surtoiture métallique par-dessus les ailes de béton. Plusieurs modifications et malheureusement des sites d'entretien dans toutes les écoles du Québec. Installation d'équipements, de barrières anti-vandales et tout ça. À l'intérieur, assez intéressant, quand même, à l'intérieur de l'école, le niveau de rez-de-chaussée, mais aussi à l'étage, des configurations de classe qui sont pratiquées, présence de bois, angulation. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait réintroduire dans la condition. Donc, ici, juste une petite anecdote sur le plan. Pour réaliser, là, dans le fond, la texture que vous voyez à l'avant et à l'arrière, c'est juste un petit détail qu'on a là, dans une partie martelée sur les calculs. On va arriver à un fini quand même qui est assez représentatif de l'école. Juste un petit détail que je vais vous présenter ça. Intervenir. Notre défi était de faire évoluer l'école du Buisson, de la comprendre et d'y construire, d'y ajouter, dans le fond, 10 classes et en gros un gymnase. Donc, pour en faire une école un peu nouvelle génération, avec les nouveaux programmes pédagogiques du ministère de l'Éducation, création de nouveaux espaces aussi, des espaces de collaboration, donc des espaces qui sont à l'extérieur des classes pour que les étudiants. Oui, les espaces de collaboration. Carrefour d'apprentissage, donc de nouveau, j'en parle aussi, il y a des nouveaux espaces à, je dirais, mettre en relation avec le bâtiment existant, à connecter afin que, dans le fond, tous les élèves de l'école puissent y avoir accès aussi. Donc, l'agrandissement de 2400 m², c'est à peu près doubler la superficie de l'école. Et juste à titre informatique, lorsqu'on commence un projet avec le ministère de l'Éducation, ce qu'on reçoit, c'est le tableau, magnifique tableau Excel ici à gauche, donc avec la superficie attitrée. On va, dans le fond, produire certaines esquisses en fonction de ce qu'on a. Donc, le programme et les fonctions, j'attire peut-être votre attention sur la philosophie, peut-être, je vous dirais, plus mathématique de la programmation architecturale au ministère. La fonction du haut, c'est on agrandit l'école avec un petit lien, donc le petit lien noir ici, et on met un petit trailer en arrière pour y adjoindre des fonctions. Donc, vraiment, dans le programme,
Il y a un 50 mètres carrés et on déploie des fonctions aussi. Donc, il y a plusieurs avantages de mise en œuvre. Capable de décrire l'école en opération, des charges de neige, plein de choses à cette configuration-là, mais malheureusement, ce qu'on est obligé de leur dire, c'est que ça ne pourrait pas se faire ce projet-là. Donc, on a fait plusieurs propositions. Donc, les propositions, là, je ne vous en présente pas, des itérations dans le fond sur le positionnement optimal. Est-ce qu'on agrandit dans la continuité du volume sonore par l'arrière, à l'arrière totalement, latéralement, ou à l'arrière et à l'avant? Donc, ça, c'est quand même assez inusité, je vous dirais, souvent lorsqu'on intervient sur une école, parce que les écoles, lorsqu'on agrandit une école, on ne peut pas fermer l'école. Il y a un centre de service scolaire qui fait ça, c'est à Saguenay, une espèce d'école transit, parce qu'ils puissent, au fond, ils ont plus d'écoles que d'élèves. Donc, ils délocalisent les étudiants dans une autre école pour faire les travaux et après les aider. Dans le cas ici qui nous intéresse, l'école devait et doit, présentement, être en fonction en même temps que les parents. Donc, d'arriver avec une proposition d'agrandissement où est-ce qu'on agrandit à l'arrière et à l'avant, ça peut quand même causer des problèmes de mise en œuvre. Mais je vous dirais que dans le processus, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on entend beaucoup des constructions de démolition d'écoles. Vite, le centre de service a dit non, on ne veut pas démolir, on veut vraiment adapter et faire évoluer cette école-là. On l'aime, dans le fond. Puis, on veut quand même qu'elle soit au bout du jour. Donc, l'école, je dis, du 21e siècle, avec toutes les technologies. C'était une école qui n'était pas ventilée mécaniquement. Donc, contrainte aussi importante pour venir, dans le fond, recréer des systèmes mécaniques, des outils qui ventilent les espaces, mais aussi de ventiler l'existant. Donc, c'est toujours un défi aussi. On ne peut pas, je dirais, faire une nouvelle école qui se fait complètement de l'autre. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'à la fin, tout le monde soit heureux dans les. Non, voilà. Après plusieurs présentations, je vous dirais, scénarios, séances de présentation de blocage du ministère de l'Éducation, on a convenu avec la meilleure façon d'agrandir cette école-là, c'était vraiment d'être plutôt fusionnel avec le bâtiment existant, de s'inspirer de ses caractéristiques pour agrandir, mais aussi peut-être d'un point de vue fonctionnel, rétablir certaines problématiques avec la circulation. Donc, l'implantation aussi, on avait un terrain évidemment, donc amener tout l'agrandissement à l'arrière faisait qu'on perdait beaucoup sur la côte. Pourquoi je vous présente cette diapo-là. Donc, je vous dirais, les premières séances avec le ministère, c'était sous forme de croquis comme ça, pour leur montrer comment on pouvait agrandir ce bâtiment-là. Il était très réceptif. Puis je vous dirais qu'on a utilisé le statut particulier de l'école du Buisson pour permettre d'avancer et d'avoir une proposition plus audacieuse qu'on peut faire dans le cadre de d'autres projets. Donc, ce qui importait pour le centre de service, bien évidemment, c'était d'ajouter des espaces. Il y avait des livres, mais toute la question de mise en œuvre. Donc, il fallait planifier dans le temps les éléments de déconstruction, d'évolution. C'était évident que les blocs temporaires allaient partir. Puis, de programmer aussi, je vous dirais, peut-être dans l'actionnométrie, la deuxième actionnométrie, les gabarits qui étaient en réponse au fond bâtiment existant. Donc, au final, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de réaffirmer une présence sur rue de l'école. Vous constatez, là, on arrivait un petit peu à l'école dans un corridor, on va faire une entrée digne de mention, puis avec un peu plus d'animation. Donc, on a vraiment rapatrié toutes les fonctions publiques et services de garde, parcours d'apprentissage ouvert sur la communauté, dans la portion avant, puis tout le volume classe à l'arrière.
Donc, voilà. Un rendu 3D de la proposition, donc quelque chose quand même assez dans la continuité, je vous dirais, architecturale et minérale de la maçonnerie. On est avec des budgets, je tiens à mentionner, du ministère de l'Éducation, ce n'est pas des budgets de musée ou des budgets qui doivent être faits pour le service aux élèves, ce que je veux dire souvent. Donc, l'utilisation quand même assez performante de certains systèmes d'enveloppe, mais l'utilisation de la maçonnerie est évidemment. D'autres études, donc analyse de l'école existante, son aspect sériel, les colonnes de béton, l'aspect répétitif, les façades latérales, certaines fenêtres en recul et tout ça. Donc, ça nous a inspiré dans le traitement pour venir, dans le fond, par nos agrandissements, en continuité du langage du gabarit, mais tout en y laissant la place. Donc, on ne voulait pas le dissimuler. Quand je vous parlais en introduction que le centre de service, tu pourrais-tu me cacher la façade? Vite dans nos discussions, on a dit non, je pense qu'il y a des éléments qu'on doit préserver pour de conserver l'identité du moins de l'œuvre de Jean Marie. Donc, ici, la rencontre entre les deux bâtiments. Donc, on a mis à gauche le volume de béton très représentatif, un silence, je vous dirais, qui est l'entrée, la rencontre entre la nouvelle Ici, des photos qui ont été prises à la fin de l'été. Donc, on est présentement en chantier. Donc, le chantier devrait être livré fin mai 2024. Donc, ça va très bien. Dans la séquence, on avait prévu que la portion arrière était faite en premier. Éventuellement, là, les élèves pouvaient transférer, occuper les espaces, puis ensuite, on allait s'attaquer à l'avant. On a un petit peu d'avance sur l'échéancier. Donc, ils ont pu commencer au retour des vacances estivales, la portion avant, puis de sécuriser quand même l'entrée des élèves. C'est quand même, je vous dirais, assez important les travaux là-dessus, mais ça va très bien, on est très à l'avance. Ce qu'on voit aussi là, sur la vue, la photo, le premier étage, on l'a complètement fait en béton. Donc dalle de béton, poutre avec en béton, pour justement venir s'aligner avec les planchers existants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt différent de ce qu'on fait habituellement dans l'école, toutes les formations. Donc, tout le premier étage est fait en béton. Ça nous a aidé avec les financiers par rapport à l'approvisionnement des structures bâtimentaires. Donc, le plan, vous voyez dans le fond les zones en gris, c'est l'école existante, où est-ce qu'on est intervenu à certains points de connexion. Donc, à l'avant, service de garde, on a recréé une issue verticale, améliorer l'accessibilité universelle en intégrant un ascenseur. Dans la continuité du volume central du gymnase, vestiaire partagé, vestiaire non genré, partagé entre les deux plateaux de gymnase. Une poursuite, je vous dirais, dans l'alignement fonctionnel des gens. Puis, à certains endroits, il y a la partie arrière qui est le secteur casier, central ou à l'avant, une espèce de circuit où il est possible de faire le tour de l'école. Il y a le commode. Donc, à l'étage, un petit peu la même configuration. Donc, l'animation de la façade se fait par le carrefour d'apprentissage. Le carrefour d'apprentissage, c'est le nouveau terme pour la bibliothèque. Donc, on ramène ça, ces fonctions-là à l'avant. Et aussi, un espace polyvalent qui va servir à l'école et à la communauté. Donc, ici, à l'image de la coupe des niveaux, donc, c'est quand même un défi, c'était pas, on n'avait pas des plafonds, par exemple, comme ici, pour passer de la mécanique, donc des défis d'intégration de systèmes mécaniques depuis l'apprenti mécanique.
continuité quand même de vie. Quand même, il a fallu quand même attraper certaines banques, mais je vous dirais que le niveau de réflexion, c'est tout de même. Donc, à l'arrière, volume texturé de briques pour le volume classe. Entre ces volumes-là, quelque chose de très transparent. Donc, on appelle les volumes d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un corridor qui peut être habité avec des fonctions qui peuvent survenir à l'extérieur de la classe. Et la zone basique pour les chaussées. Donc, photo de chantier de la semaine dernière, ça avance bien. Donc, du côté intérieur, quand on parlait d'intégrer les nouveaux espaces dans le programme des écoles, c'est ce genre d'espace-là pour intégrer. Donc, le défi dans cette école-là, c'est aussi de rentrer de la lumière naturelle. Donc, on va rendre via l'espace central, casser visuel vers le gymnase qui central aussi. Donc, chantier. Ici, coupe transversale du volume classe, avec un petit peu, je dirais, la même configuration de toiture, avec tout passé pour intégrer la gestion des eaux pluviales. Donc, vraiment une inspiration, je dirais, d'origine dans le secteur. Une vue de nouveau gymnase à l'extérieur, dans la direction de cette utilisation. Architecturaux, on a voulu, dans les liens entre l'école existante et le nouveau, laisser la texture du béton marqué dans les cages d'escalier. Et les gens puissent, dans le fond, l'apprécier. Dans les classes, des classes un petit peu atypiques avec la force suspendue. L'intégration du bois, on ne l'a pas fait volontairement en plafond, mais plus, je vous dirais, à l'entour. Donc, d'autres photos. Bien intégré. Et je vous dirais, ça, c'est la dernière image, c'est un petit peu la préférée, c'est le volume avant, secteur salle polyvalente, où est-ce qu'on voit dans le fond, où est-ce que le nouveau, je vous dirais, célèbre ou s'intégrer avec l'existant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. Ah, c'est qui va? Je vais prendre les questions sur Internet. Oui. Au niveau de l'enveloppe existante, est-ce qu'il y a des interventions qui ont été faites au niveau, par exemple, de l'isolation, etc.? Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que les enveloppes budgétaires du ministère, bon, je dirais la poche ajout d'espace qui est financée pour l'agrandissement. Après ça, on a les conditions spéciales qui sont, si on veut, désamiantées par certaines portions. Puis il y a une portion maintien d'actif. Maintien d'actif qui est le maintien d'actif, c'est l'actif est existant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les fenêtres avaient déjà été changées. Bon, on n'intervient pas là-dessus. Il y a eu de la restauration du béton martelé, certaines configurations, mais on ne doit pas réisoler. C'était déjà correct. Bon, ouais, merci. Est-ce que la principale Si on a fait une étude de code dans l'existant, oui, dans le fond, l'étude de code, étant donné qu'on était en transformation majeure, il fallait vraiment traiter le bâtiment dans son ensemble. Puis, qu'est-ce qui est intéressant du bâtiment d'origine, c'est que
tout était fait en béton, donc la réputation sismique n'est pas requise. Donc, ça a été quand même des ajustements, notamment pour la résistance au feu. Mais dans le fond, on n'est pas vraiment mis au coup de feu avec quelque chose, mais vraiment dans une approche globale de l'habitation. Donc, je vais parler fort. J'aurais peut-être une question. Ah, il y a une question. Vous avez dit qu'au début, il y avait la considération que vous penserez pour faire le lien entre la grandissante et l'existence, mais que finalement, ça ne pouvait pas être fait pour cette école-là. Mais pourquoi ça ne fait pas? à vrai dire, ça aurait pu être fait. Ça aurait pu être fait, c'est que nous, on jugeait qu'il n'aurait pas fallu faire ça, parce que pour plusieurs raisons, ça aurait un peu dénaturé, ça aurait fait un espace un peu moche, je dirais, après les projets. Donc, il faut toujours se questionner, je dirais, quand on se met un programme comme ça, pour voir est-ce que c'est la bonne façon. S'il y avait eu peut-être plus d'espace, on aurait pu faire un peu plus grande connexion. On a vraiment décidé de coller le bâtiment pour mettre l'agrandissement sur le bâtiment. Une question en ligne. Carlo Carbone de l'École de design demande si vous pouvez décrire votre approche par rapport à la matérialité du béton versus la maçonnerie. Mais dans le fond, la matérialité, c'est vraiment dans une approche minérale, je dirais quelque chose de dur et de massif. Vite, on est venu à la conclusion qu'un panneau de béton extérieur n'aurait pas été bien reçu ou n'aurait pas passé l'étape des budgets. Donc, on s'est rabattu vers une maçonnerie. La maçonnerie était déjà présente dans le bâtiment. On ne voulait pas non plus créer ombrage, je dirais, au bâtiment et recopier un petit peu le produit. Mais moi, j'aurais une question sur le béton. Il était en bon état, suffisamment en bon état? Le béton existant, oui. Oui. Il n'y avait pas trop de... Ben, il y a eu de l'injection, des réparations qui ont été faites, des réparations d'ailleurs sur le béton martelé, et martelé certaines choses. Et dans l'ensemble, c'était quand même en bon état. Dans le processus, vous avez eu la chance de collaborer avec le conseil d'administration de l'école, les enseignants et même les élèves. Absolument. Donc, au centre de service scolaire, dès le début, on appelle ça un comité école. Donc, la directrice est présente à nos rencontres. Puis elle délègue, je dirais, un intervenant par cycle. Donc, cycle primaire, et un représentant du service de garde. Puis, tout dans le fond, les propositions qu'on a faites, sans dire qu'elles ont été validées, elles ont été présentées pour s'assurer que ça répondait au nouveau fonctionnement, je dirais, des écoles. Le service de garde devient quand même assez important, donc il faut vraiment tenir compte pour les flux de circulation. Donc, oui, on a eu à parler avec. Puis c'est une chance, dans le fond, d'avoir déjà l'équipe école, parce que lorsqu'on fait une nouvelle école, souvent les équipes sont communes. C'est une chance pour en profiter. J'ai encore une question. J'imagine que c'était un bâtiment qui était sous la juridiction de la Commission d'urbanisme et de conservation. De quelle manière est-ce que justement les discussions avec eux, ça a influencé des choix ou c'est venu? Je crois qu'elle n'était pas à ce moment-là sous la juridiction. On n'a pas présenté le projet. On a eu par contre des discussions avec l'intervenant des grands projets pour justement procéder aux études patrimoniales et tout ça. On a simplement passé l'étape d'un permis et présenter les choses. Ça oui, pour les travaux, est-ce qu'il y avait dit que les écoles devaient rester ouvertes? Travailler seulement sur l'arrière pour le moment, pour ensuite faire la vente, puis réussir à travailler sur les bâtiments. Dans le fond, là, ce qu'on a fait aussi, qui est peut-être une innovation qu'on fait par rapport à cette école-là, c'est qu'on a fait un plan de phasage et de mobilisation. Donc, au lieu de dire à l'entrepreneur, vas-y comme ça, là, une fois qu'il y a le contrat, là, on lui a imposé certaines façons de faire. Donc, il devait commencer par l'arrière, terminer, livrer certaines portions avant de commencer la vente. Mais s'il y avait une meilleure idée, il pouvait nous en faire.
c'est ce qui est arrivé. Donc, il a vraiment commencé par l'arrière, mais à un moment donné, il a dit je pense que je serais capable de commencer en même temps, continuer à faire fonctionner l'école. Ça a été, je dirais qu'on a une excellente collaboration avec l'entrepreneur en place. Est-ce que l'école, maintenant, après votre intervention, est-ce qu'elle est mieux adaptée pour les enfants à des besoins particuliers? Je vous dirais, les besoins particuliers, je vous dirais oui, parce qu'il y a plus de bureaux, plus d'espace de collaboration, il y a plus d'endroits où est-ce que les professionnels peuvent faire. Est-ce que vous parlez d'accessibilité universelle ou vous parlez, dans le fond, des besoins particuliers comme l'orthophonie? Général aussi, l'âge, différents types d'apprentissage, cécité. Je vous dirais que oui, les espaces qui étaient prévus pour être, je dirais, pour permettre de tenir ce type d'activité-là ont été intégrés. Par exemple? Les locaux de professionnels, donc les bureaux, c'est drôle, je faisais visiter une école en début de semaine, puis l'école débordait, puis je peux dire ça ici. Mais dans le fond, la psychologue a rencontré ses élèves dans l'ascenseur, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut faire. Mais ici, d'avoir suffisamment d'espace dans le fond pour créer ce genre de relation-là, l'orthophonie, tout ça, oui, c'est possible avec des nouveaux espaces. Oui. Quand on parlait des phases pour que les élèves vont être déplacés, considérez-vous qu'à la fin du projet, ça va avoir plus de temps que si les élèves avaient déjà organisé tous les travaux? Oui. Je pense qu'au global, si on avait sorti tout le monde, fait les travaux, je crois que ça aurait été plus. Ça aurait été plus rapide. Il y a pas eu plus de la différence de délai que ça avait pris à peu près. Mais quelques mois, c'est que dans le fond, on a programmé les travaux dans l'école existante. Il fallait faire des interventions seulement l'été. Donc, tu sais, dans le fond, on a grandi, les gens vont à l'école, tout ça, et l'été, on peut connecter au système mécanique dans l'école existante et faire des travaux. Ça, on l'a fait sur 2 étés. Donc, c'était vraiment bien planifié dans le phasage. C'est vraiment quelque chose maintenant qu'on intègre parce que lorsqu'on n'a pas ces contraintes-là qui sont définies, qui ouvertes à tous, on a plus de difficultés à les faire respecter dans le chantier. Il y avait une question? Parce que les écoles sont dues pour être réadaptées de nos jours. Est-ce que dans votre conception, vous avez imaginé comment l'école va être dans 50 ans, dans 30 ans? Je vous dirais que le modèle qu'on a, pourrait être agrandi à l'arrière. Aujourd'hui, c'est discussion avec le ministère, on va rajouter des cartes salariales de façon infinie. Mais là, à un moment donné, il reste pas plus de cours d'école, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'à un moment donné aussi, ça c'est vraiment personnel, le nombre de classes, la grosseur d'une école a assez vite. Quand on est rendu à une centaine de classes, c'est peut-être moins à l'échelle de l'enfant, mais ça c'est personnel. Oui. Merci à Amadou pour sa présentation. Et je voulais faire une petite question. Je pense je pense que toujours, quand nous allons intervenir sur le bâtiment moderne, nous allons comme une double question. C'est qu'est-ce que nous allons faire avec les bâtiments? Chez les bâtiments modernes, il y a des caractères que nous voulons garder, sauvegarder. Nous allons aller relire pour les réinterpréter. Et la dernière nature, c'est toujours comment adapter ça à des fonctions nouvelles, à des nécessités nouvelles de la société, mais aussi de capter une relation pas changer pour les capter. Donc, tu as débuté la présentation en disant que l'école de Roy, elle était une bunker. Oui, bunker. Donc, il y a quelque chose que tu penses que tu as fait dans ton projet qui a changé cette manière de voir le bunker et de l'époque aussi la même relation entre l'extérieur et l'intérieur, le jardin et tout ça. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de redessiner aussi l'espace extérieur? À vrai dire, tout l'espace extérieur, la cour d'école et, je ne sais pas si vous vous rappelez, le parc
au nord. Tout ça est en train de faire un grand projet de parc école en collaboration avec la Ville de Québec. Une fois que les travaux vont être complétés, la Ville va aménager, dans le fond, un grand parc à cet endroit-là. Donc, on a collaboré dès la conception avec eux pour s'assurer qu'il y ait une mutualisation des espaces possibles. Puis, par rapport à ta première question, est-ce que ça a l'air moins d'un bunker? Je l'espère. L'aspect bunker, je pense, c'est pour moi qui le dit, c'est le propriétaire, ça a l'air d'un bunker, tout ça. C'est pour ça que je voulais quand même commencer la présentation en disant ça. Je crois que la problématique de cette école-là, en tout cas, du moins le sentiment quand je suis arrivé, c'est qu'on ne savait pas trop par où rentrer. C'était vraiment petit pour rentrer, puis il y avait pas tant d'affirmation sur la rue. Alors que de l'intérieur, les classes avec une orientation très claire sur les deux pattes. C'était assez fantastique et assez dominant et assez présent. Donc, c'était clair pour nous qu'on n'allait pas agrandir en latéral, parce que c'est vraiment une caractéristique forte. Donc, il fallait l'agrandir soit par l'avant, soit par l'arrière. C'est ce qu'on a proposé. Ou soit uniquement à l'arrière. C'est ce qu'on a proposé d'aller chercher peut-être une nouvelle entrée, une nouvelle lecture sur la rue, là, par le petit volume qu'on aurait créé à l'avant. Puis ça aurait été des désordres qui auraient pu fonctionner avec. Mais justement, par rapport à l'entrée, je pense que moi, je n'ai pas bien compris l'entrée. Le volume qui est, comment dire, ajouté à l'avant au niveau du rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a un haut? Non, il n'y a pas de haut. Dans le fond, c'est une marquise qui amène les gens, dans le fond, dans la nouvelle, mais on est capable d'être moins pressurisé, je dirais, à l'entrée parce qu'on a la proximité du service de garde. Donc, les enfants rentrent et puis ils vont directement dans leur classe. Donc, ils rentrent, souvent, les gens arrivent, ils vont dans la cour, par la cloche sonne, ou avant, ils sont pris par le service de garde. Donc, la première entrée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au service de garde ou dans leur vestiaire, après ça, ils sont déployés sur les niveaux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'autre que je peux parler, mais bon, avant, il y avait c'est une école qui se veut sans doute aussi. Donc, on a vraiment remis dans les endroits stratégiques des poules de vestiaire pour que les enfants rentrent, se changent, et après ça, les corridors soient propres. Donc, ça, c'est une nouvelle chose aussi qui a été faite par rapport à ça. Mais il n'y a pas un grand hall majestueux à l'entrée. C'est vraiment juste pour amener les gens et voir qu'il y a de l'activité. Bon, je vais te faire une question. D'abord, merci, Dani, pour cette magnifique conférence. En fait, on est chanceux parce que on a eu aussi hier une conférence magnifique de Philippe Madec. On était chanceux, donc on est chanceux de vous avoir les deux, après l'autre. Donc, c'est très bien pour notre école. En fait, en rebondant la conférence d'hier, qu'on a très récente, Philippe parlait de cette idée de frugalité heureuse et créative. Qu'il a mis en relation avec cette conscience climatique qu'on a aujourd'hui, je dirais cette sensibilité écologique qu'on a. Et il parlait aussi de mieux avec moins. Il parlait de low-tech, right-tech. Je ne sais pas comment vous avez abordé tout ce côté réel de tenir compte de notre planète quand on fait un bâtiment, de cette carboneutralité et je dirais aussi ces solutions passives qu'on doit intégrer dans nos bâtiments aujourd'hui, comme par exemple l'aération croisée. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de tous ces aspects. Oui, chaque projet qui passe, les avis conseils et techniques au ministère doivent présenter plusieurs mesures de développement durable. Okay? Ce projet-là n'était pas ventilé, on a réussi à le ventiler avec des puits de géothermie. Donc, on a offert et dans le stationnement, il y a 22 puits de géothermie qui sont déployés pour, dans le fond, les ventiler et chauffer l'école. De réutiliser le bâtiment, bien évidemment, c'est un des premiers gestes de développement durable. Pour le reste, je dirais que c'est plus dans l'enveloppe extérieure où est-ce qu'on est intervenu pour la lumière naturelle, mais aussi pour l'optimisation de l'isolation, tout ça. Il n'y a pas eu tant de recyclage parce qu'on n'a pas déconstruit des portions, mais vraiment la limité.
qualité de structure. Je vous dirais que je suis quand même assez content et heureux de la prestation de ce client-là. Sa mission, ce n'est pas de préserver le patrimoine, mais bien d'offrir un service aux élèves. C'est vraiment pu vous dire, on fait des boîtes en arrière, avec les élèves là-dedans. Ils ont vraiment voulu, dans le fond, en faire un exemple. Les gens sont très fiers. Je pense qu'au ministère aussi, ils sont très heureux pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut intervenir dans le patrimoine pour en faire une nouvelle mission. C'est bien, j'ai très fort. Merci. Je voudrais savoir, parce qu'une des choses peut-être plus compliquées de transformer ou intervenir ou restaurer l'architecture des modernes, ça veut dire c'est les charpenteries, c'est ça, les charpenteries, la charpenterie, les charpenteries. Okay, parce que normalement, on utilisait des profils vraiment en Europe, des profils vraiment petits, à la serre, pas isolés. Très fin. Donc, j'ai regardé qu'il avait des types d'images, des types de charpenterie différents dans les nouvelles bâtiments et l'ancienne. Et l'ancienne, il présentait une grosse charpenterie noire. Et les nouvelles, une fin charpenterie, je pense qu'un peu dorée. Oui, c'était l'autre. Non, pardon. Ça. Non? Ce sont vraiment des choses différentes. Il y a une discussion sur ça. Ça, c'était l'original ou la charpenterie originale ou pas. Merci. Je bien comprendre la question, la charpenterie, vous parlez des ouvertures? Oui, les ouvertures. Les ouvertures. Oui, dans le fond, les études qu'on a faites au départ, ce n'est pas une étude exhaustive. On a quand même regardé la réplique de la façade. C'est vraiment la réplique. On n'a pas voulu reprendre exactement les mêmes modules. Vous avez vu en plus par rapport à la structure de volume. Il y a quand même, ce qu'on a voulu faire, c'est répéter quand même des élèves. On n'a pas voulu aussi recréer les élèves de Téton parce qu'un des commentaires justement des professeurs, c'était est-ce qu'on peut couper ça pour avoir plus de lumière? Mais c'est de garder ces colonnes-là et de les réinterpréter dans une série de pilastres de briques. On aurait pu faire une façade plein droit, on a voulu travailler dans le fond. Une logique en fonction, bien sûr, des moyens. Est-ce que je réponds bien à votre question? Les matériaux que vous avez utilisés dans l'autre charpenterie, c'est les mêmes? C'est de l'aluminium? Oui, dans le fond, c'est des fenêtres de murs rideaux aluminium. Donc ici, on est dans une couleur quasiment noir bronze. C'est la même chromatique qui est utilisée. Oui, une question. Par rapport à ça, je voudrais poser une question. Est-ce que dans l'étude patrimoniale, est-ce qu'on a trouvé des éléments qui permettraient de comprendre les intentions? Parce que quand même, il faut dire que comme école, que les gens la qualifient de punker. Ils ne sont pas tout à fait tort. Donc, est-ce qu'on a une étude patrimoniale? C'était quoi? Cette école-là, il l'a présentée au concours des écoles au milieu des années 60, non? C'était quand même une architecture avec une physionomie un peu étrange. Donc, je pense, comment dire, si à la fois la direction, mais peut-être aussi les gens étaient peut-être un peu, comment dire, déroutés par cette architecture quand même assez brutale. Donc, j'ai pas lu de texte de l'approche de vraiment. Je sais pas, Martin, sur des éléments. Oui, quand tu parlais d'un concours des écoles que j'ai eu, c'est une déclinaison, en fait, cette école-là, c'est une déclinaison de ce modèle-là que Jean-Marie Roy avait développé sur le concours. Il y a fait quelques écoles qui ressemblent en volumétrie du moins à ça. Mais il y en avait une près de la route de l'église, oui, voilà, l'église à l'arrière. Saint-Denis, oui. il y en avait
c'est un genre d'école modulaire qui pourrait avoir plusieurs types de classes. Des fois, c'était 6 classes, des fois 12, des fois 30. Donc, il avait développé ça, mais c'est vrai que celle-ci était particulièrement capitaliste, parce qu'avec le béton et il n'y a pas beaucoup de végétation en plus. Maintenant, c'est plus dans un parc, on sent que quand même. Et les professeurs apprécient quand même beaucoup les vues sur le parc, même si c'est des vues cadrées avec les classes et les élèves. C'était quand même. C'était une bonne chose de ne pas cacher ces passages-là, qui donnent quand même des vues intéressantes sur les fonds. Est-ce que monsieur avait l'intervention aussi? Oui, mais je voulais continuer. OK. L'année passée, nous avons étudié cette école. Les étudiants nous avons pensé, par exemple, que la question du pompier, ce n'est pas les matériaux. Mais c'était parce que quand tu es dedans, jamais les enfants regardaient à l'extérieur. Donc, c'était plus une question de relation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Parce que le premier étage, il y a toujours les fenêtres très haut. Et les étudiants, les petits enfants, jamais ils peuvent regarder dehors. Donc, ce n'est pas, je pense, nous avons vu l'année passée, ce n'est pas la question du béton. C'est la question de la relation de l'espace intérieur et de l'espace extérieur. Donc, il peut sembler, la première fois, ouvert pour le matériau, mais c'est bien parce qu'il n'y a jamais une question de sécurité. Ici, nous avons vu notre école, cette période-là. Presque toutes les écoles, ils ont cette minute qui cache la relation avec l'extérieur. Donc, je pense que c'était, ces avons fait une petite recherche sur les écoles, cette minute-là, c'est presque l'école qui avait aucune relation avec l'extérieur, aucune question de sécurité. Merci pour sa présentation qui est très intéressante parce que ça c'est un bâtiment particulier. Alors on a considéré un espace de désignation de la pratique. Donc l'espace de l'école que tu as montré est un espace très classique que souvent nous présentons à l'étudiant comme une forme finale de la typologie particulière. Et donc, il est lui-même un document traditionnel de cet espace. Souvent, pour agrandir cet espace, c'est impossible de faire quelque chose de différent. Non? Vous avez choisi de continuer la forme, la visibilité, mais souvent, ce type de choix va limiter les valeurs des bâtiments. Parce que je pense que si tu vas faire le contraire, si tu vas monter, comme on a dit, l'espace modal qui est dans l'intérieur, il va compléter l'unité de la ville. Comme vous comprenez que la restauration doit compléter l'unité. Ça, c'est une continuation sérielle. La première question est pourquoi vous avez choisi de faire une continuation sérielle par contre de compléter l'unité? Ça, c'est un espace architectural très classique, très colonisé, etc. Pourquoi on a considéré, je vais bien comprendre la question, pourquoi on a considéré que c'est important de continuer avec la régie? C'est ça que je comprends comme question. Pourquoi, dans le fond, on a pris le parti architectural de continuer avec une réplique sans faire exactement la même chose, c'est ça? Oui, parce que souvent, ça c'est un document architectural précis. Okay. Donc, il y a une détournante, mais il y a une part centrale, des corridors latérales, il y a des espaces. C'est très classique. Il y a un très. Et une nef des bas-côtés. Comme? Une nef des bas-côtés, vous voulez dire? Non, non, je veux dire que souvent, dans la restauration, c'est-à-dire approche, il m'a dit que nous devons chercher de compléter l'unité. Donc, ce bâtiment, il est un bâtiment particulier, nous pouvons continuer l'unité à ajouter quelque chose qui va compléter cette unité. Et souvent, c'est tout avant ajouter quelque chose qui est encore nodal. Tu peux emphasiser l'espace nodal qui va former quelque chose qui ajoute plus la fonctionnalité compressive. On va répondre à ça.
Peut-être que Fabio Non, peut mais nous je expliquer. comprends qu'il y a plusieurs approches. Dans le sens que peut-être, quand nous allons nous approcher avec un projet quand nous allons agrandir les choses, et donc chercher de compléter aussi l'image de la chose en fonction de ne pas faire toujours la même chose. Peut-être en fonction que peut-être travailler avec la différence, ça met en valeur l'école. Mais si nous allons peut-être continuer avec ça, je pense que c'est comme une répétition des choses qui peut continuer à être. Donc, l'idée est comment pas avoir fait un choix. Et moi, comment dire, je continuerai sur ce qu'a dit Martin, c'est que le concept au départ, c'est un concept comme sérieux. C'est une image, je pense que vous avez une image, ça fait la répétition sérieux. Donc, est-ce que vous avez considéré de vraiment, au départ, dans vos différentes parties, de continuer exactement le même volume des classes ou différemment, mais avec un rythme? On a voulu volontairement, c'est ça, de ne pas refaire ce qui avait été fait, de continuité, pour vraiment marquer. Tu sais, c'est assez clair quand même dans l'approche. Ça, c'est le bâtiment d'origine. C'est vraiment l'approche. Dans le fond, la façon, c'est d'y aller avec humilité, mais avec force en même temps. On ne veut pas cacher, mais on veut quand même présenter ce qu'on a. Et nous, l'entrée est assez à l'avant, on a le volume, on a le silence, on a l'autre volume. On va avoir un autre silence et un autre volume après. C'est une meilleure approche. Je pense que parler de la fabrication plus conceptuelle. Oui, conceptuelle. Dans l'essence qui est, quand nous approchons de projet nouveau, ces projets doivent compléter les projets qui existent déjà. Ça peut sembler qu'ils sont trois choses différentes, seulement que la famille, réaction qui donne. Si vous avez jamais pensé la façade ensemble pour voir s'il y a des fois, il est l'image, de compléter l'image, de compléter le projet. On va continuer. Non, mais on voit peut-être dans l'agrandissement à la fin, parce qu'on veut faire l'école, vraiment traiter l'agrandissement arrière et avant d'une certaine façon pour conserver l'école existante et son caractère. Autre question. Ok. Merci. Alors, merci pour votre accueil. C'est une conférence qui sera retransmise de Toronto sous un architecte et un architecte du paysage de la firme ERA. Ils ont mené une étude sur les immeubles appartements à loyer modique à grande échelle.